L'informatique s'incarne dans des machines. L'homme s'est d'abord fabriqué des outils, c'est-à-dire des objets simples à utiliser. Puis, il a fabriqué des machines, c'est-à-dire des outils qui utilisent une force autre que la sienne et qui peuvent exécuter de manière autonome certaines opérations, même complexes et programmées, comme pour le métier à tisser de jacquard. Mais la machine mécanique ne sait pas se modifier elle-même. Au contraire, l'ordinateur, qui est une machine à information, sait modifier son propre programme et devient ainsi une machine véritablement universelle. Et Turing a montré que toutes les machines universelles connues sont équivalentes. Elles permettent toutes de maîtriser l'intelligence mécanique. Voici Alan Madison Turing. C'est ce petit homme rêveur qui a créé dès 1936 l'article fondateur de la science informatique. Il a compris comment quelques opérations élémentaires de calcul étaient universelles. C'est-à-dire pouvaient être combinées pour exécuter tous les algorithmes du monde, donnant ainsi un coup d'envoi à la création des calculateurs universels programmables. Alors, Alan Turing a fait basculer le monde de l'ère industrielle à l'âge du numérique, donnant le fondement théorique de l'informatique. Nous sommes en 1943. Tu as vu les grandes lignes de la Deuxième Guerre mondiale à l'école, hein? Eh bien, à cette époque, les nazis communiquaient entre eux très facilement grâce à une machine de cryptage appelée Enigma. Cela ressemble à une simple machine à écrire, dotée d'un mécanisme de roue codeuse, permettant de mélanger les lettres à la sortie, tout en transmettant un message sans que personne ne puisse le décoder. À la réception du message, une machine identique réingurgite le texte, les roues codeuses tournant à l'envers, comme dans un miroir, le message ressort en clair. Si je peux me permettre, nous nous sommes emparés d'une telle machine depuis bien longtemps. Les nazis le savent, mais s'en moquent complètement. Le code a été en fait cassé dès 1933 par des mathématiciens polonais. Mais le calcul durait trop longtemps et il leur fallait plusieurs jours pour pouvoir le déchiffrer. Alors que les nazis, eux, changeaient le code presque quotidiennement. Tout à fait, monsieur Turing, tout à fait. Ce sont les fameuses bombes de Turing que vous avez mises au point. Yes. Et qui, en mécanisant le processus et en l'accélérant considérablement, vont changer le cours de la guerre. Je dois aussi te parler de Grace. Je racontais à ce jeune garçon que vous aviez travaillé sur le premier gros ordinateur numérique entièrement automatique d'IBM, le Harvard Mark I. C'est juste. Tu sais qu'à cette époque, seuls d'étranges mathématiciens étaient capables de programmer ces monstres électroniques. C'était du langage machine. Hein, c'est-à-dire en spécifiant un à un chaque ouverture et fermeture des circuits électroniques. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur le Mark II. Un jour, le gros calculateur tomba en panne. On y trouva un papillon de nuit coincé dans le circuit relais. L'insecte fut ôté avec soin et placé dans le journal de bord. Et on nota la mention « First actual case of bug being found ». C'est donc de là que vient l'expression « bug informatique ». Trop fort! Exact. Et ces premiers ordinateurs n'étaient quasiment pas utilisables à grande échelle. Alors c'est Grace qui a fait sauter ce verrou, en défendant l'idée qu'un programme doit pouvoir être écrit dans un langage formel proche de l'anglais. Elle conçoit alors un compilateur, c'est-à-dire un logiciel qui permet de traduire en langage machine les éléments de l'algorithme et compréhensible par tous les ingénieurs. Ça peut être pratique. Les premiers ordinateurs naîtront modestement vers 1940. Le tout premier programme enregistré sur un concept de logique binaire sera construit en 1937 par l'ingénieur Konrad Zuse. Il sera suivi en 1943 par la machine de l'américain Aiken. En 1944, le physicien théoricien John von Neumann décrit la première architecture dite de von Neumann, qui a triomphé et qui est celle de l'immense majorité des ordinateurs d'aujourd'hui. Mais alors, en fait, Grace va faire exploser le développement numérique pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Les logiciels et tout. Oui, tu commences à comprendre. Génial! On dirait presque du Wikipédia. Quand Grace s'est éteinte en 1992, les ordinateurs entraient dans les foyers. In the short visual history of video games. In 1972, the great Nolan Bushnell created a game called Pong. The game was a hit, and many more were to follow, like Space Invaders, Asteroids, Pac-Man, and Donkey Kong.
But Atari had something else up their sleeves. In '77 came the 2600. It took a generation by storm. The first third-party developers formed, and the industry grew at a phenomenal rate. However, the market became saturated. Then in 1982 came a game by Howard Scott Warshaw, E.T., the Extraterrestrial. This was a straw that broke the camel's back. With the loss of consumer confidence, the industry crashed. It seemed like the end of this fad, known as video games. But one Japanese company had a different plan. In 1985, Nintendo released the NES to the world. It was a great success, and just what was needed to revitalize the industry. But a new competitor was on the horizon. Sega's Master System challenged the NES. However, it was no match for Nintendo's overwhelming popularity. Sega's Mega Drive waved in the 16-bit era. The Super Nintendo was their competitor's response, with aggressive marketing like, Sega does what Nintendo don't, and now you're playing with power. Gaming fans were heavily divided over which console was better. In '95 came the Sega Saturn, but its thunder was stolen by a new contender, in the form of the Sony PlayStation. Its 32-bit graphics were revolutionary, and more mature games appealed to all. Nintendo, in comparison, looked childish and lame. But Nintendo was not to worry. The Nintendo 64 had 64-bit graphics and colorful games for a younger audience. It was twice as powerful as the Sony PlayStation, and it was totally twice as fun. The late 90s was certainly a wonderful time to be a gamer. PlayStation 2, like the giant monolith, launched the next generation in the year 2000. The Xbox came down, enormous in girth, Microsoft's first try at a gaming console. It was followed by Nintendo's GameCube, which was purple. Sega also released the Dreamcast, which is their last attempt at a console, but the sales were poor and few people cared. And now the current generation ticks over. More processing power and more realistic graphics. The future certainly looks bright for this budding. L'informatique est née véritablement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont développé une machine de cryptage qui s'appelait Enigma, qui était une machine qui leur permettait de crypter leur communication. Et les Américains ont développé 2 fois plus pour inventer Colossus, qui était la machine qui permettait de décrypter Enigma. Philippe Newbourg connaît comme sa poche ses protégés. Il nous fait le tour du propriétaire du premier portable de 15 kg à l'unité centrale façon garde-manger. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble comment c'est à l'intérieur. Il y a 16K ici et 16K en bas. Vous avez une armoire entière, 280 kg, 1,50 m pour 32K de mémoire seulement. C'était des petites cartes mémoire avec des fils entrelacés et un anneau de ferrite au milieu. Il fallait qu'on fasse un travail préalable de tri, d'interclassement, etc. Et un vulgaire tri sur quelques éléments durait quelquefois 100-150 heures. Et si on faisait la moindre erreur de manipulation ou faire tomber un bac de cartes par terre, on repartait pour 150 heures de travail. Cette machine qui pèse quelques bonnes dizaines de kilos permet juste de stocker 5 mégaoctets. On va peut-être regarder ensemble, d'ailleurs on va pouvoir l'ouvrir. Regardez comment ça fonctionne. On voit directement les disques durs composés d'un certain nombre de plateaux. Chacun de ces plateaux pouvant stocker quelques milliers de caractères. Et puis, on pourrait presque lire les caractères tellement la densité d'informations est faible par rapport à ce qu'on a. Il faudrait des centaines de disques durs comme celui-là pour faire l'équivalent d'une clé USB que vous avez aujourd'hui dans la poche. Vous l'avez compris, qu'il évoque un ordinateur en forme de machine à coudre ou un poste en triangle, Philippe Newbourg est intarissable. Alors là, je vais vous présenter une pièce absolument fabuleuse. C'est l'Apple Lisa. L'Apple Lisa, c'est le précurseur du Macintosh. C'est le premier système informatique véritablement graphique avec une première souris. C'est une pièce magique. C'est une pièce qui valait très cher, 70 000 francs dans les années 80, à la fin des années 80 quand elle a été lancée. Ça n'a pas été un succès commercial. Apple en a vendu très peu. À 70 000 francs de l'époque, c'était quasiment impossible. Mais ça a été une machine de test, un prototype qui a permis à Apple de comprendre qu'il y avait derrière un marché fabuleux chez tous les gens qui aujourd'hui utilisent des Macintosh, les graphistes, les pharmaciens, les architectes. Toutes ces machines sortent de collections personnelles. La force de Philippe Newbourg, c'est en effet de fédérer derrière son association une tripotée de passionnés, à l'image d'Alain Bernard, l'un des inventeurs du Minitel. Le Minitel a été le premier terminal qui n'était pas intelligent et en fait il faisait ce que faisait le web. Il recevait des messages à 1200 bits
et vous pouviez les émettre à 75. Maintenant, on doit être à 2 mégabits ou 20 mégabits. Enfin, on vous propose des débits absolument extraordinaires. Mais à l'époque, on était persuadé que sur la ligne téléphonique, on ne saurait pas aller au-delà. La moindre machine de 5 tonnes fait beaucoup moins que la calculatrice